m'appelle Christophe Martin, et pendant 42 ans, j'ai cru que le bonheur était quelque chose que l'on construisait de ses propres mains. J'ai grandi dans un petit appartement d'une cité ouvrière, où ma mère cousait des vêtements pour les voisins, et mon père travaillait dans une usine de meubles. Ils m'ont appris que le travail acharné et l'honnêteté étaient les seules choses qui comptaient vraiment. Et j'ai vécu selon ces principes. Mon entreprise d'importation de meubles italiens et de matériaux de construction haut de gamme grandissait lentement, mais sûrement. J'ai gagné chaque euro par un travail honnête. J'ai signé chaque contrat avec la conscience tranquille. Quand j'ai rencontré Sophie au mariage de mon cousin à Lyon, j'ai senti que c'était elle, la personne avec qui je fonderais une famille. Elle était belle, évidemment. De longs cheveux bruns, des yeux couleur ambre, un sourire qui me faisait tout oublier. Mais ce n'était pas seulement sa beauté. Sophie semblait chaleureuse, attentionnée, pleine de vie. Nous nous sommes mariés après 1 an de relation dans une petite église à Saint-Germain-en-Laye. Sa mère, Hélène, me semblait déjà trop curieuse, trop contrôlante, mais je me disais que c'était naturel. Fille unique, veuve depuis 10 ans, habituée à son rôle de général en chef de la famille. Sophie m'assurait que sa mère était simplement seule, qu'elle avait besoin de se sentir utile. Et moi, naïf comme un enfant, je croyais tout. J'ai acheté une maison au Vésinet, un quartier paisible et huppé près de Paris, où l'air était pur et les voisins discrets. La maison était grande, près de 300 mètres carrés avec un jardin où Sophie pouvait cultiver ses roses adorées. Je lui ai tout donné. Compte bancaire, carte de crédit, voiture, une BMW X5 blanche, son rêve. Je ne demandais pas les factures, je ne contrôlais pas les dépenses. Je pensais que la confiance était le fondement du mariage. Les 3 premières années se sont bien passées. Du moins, c'est ce qu'il me semblait. Sophie gérait la maison, voyait ses amis, allait au yoga et à l'institut de beauté. Moi, je travaillais 15 heures par jour, bâtissant l'entreprise qui devait assurer notre avenir. Nous repoussions toujours le projet d'avoir des enfants. Il y avait toujours une raison. « Pas encore maintenant, Christophe », disait Sophie en m'embrassant sur la joue. « Je veux d'abord qu'on soit vraiment stable. » C'est alors qu'est arrivé le coup de fil d'Hélène. Je m'en souviens parfaitement. C'était un vendredi soir. Je revenais d'un salon professionnel à Lille. « Christophe, mon chéri ?» Sa voix semblait plus faible que d'habitude. Je ne voulais pas déranger, mais je me sens de plus en plus mal. Ces escaliers dans mon immeuble, cette solitude, le médecin parle de mon cœur. Mon cœur s'est serré de culpabilité. Cette femme était seule, veuve, et je vivais dans l'abondance avec sa fille. « Ne vous inquiétez pas », ai-je dit sans hésiter. « Venez vivre avec nous, nous avons tellement de place. » Sophie, quand je lui ai annoncé, a semblé surprise un instant, puis elle a souri largement et m'a enlacé. « Tu es le meilleur mari du monde », a-t-elle murmuré. « Maman sera tellement heureuse. » Hélène a emménagé 1 semaine plus tard. J'ai transformé mon bureau à l'étage en chambre, acheté de nouveaux meubles, veillé à ce qu'elle ait sa propre salle de bain et sa télévision. Je voulais qu'elle se sente à l'aise, qu'elle sache qu'elle faisait partie de la famille. Et elle l'était. Oh, combien elle l'était. Bientôt, il s'est avéré que le cœur fragile d'Hélène ne la gênait étrangement pas dans ses activités quotidiennes. Chaque matin, elle était la première en cuisine, préparer le café, le petit déjeuner, organiser la vie domestique avec la précision d'un stratège militaire. Au début, j'étais reconnaissant. Sophie avait plus de temps pour elle. La maison était toujours impeccable. Le dîner attendait sur la table. La belle-mère idéale, pensais-je. Une bénédiction. Puis le frère de Sophie, Damien, nous a rejoints. 28 ans, aucun emploi stable, mais de grands projets et des dettes encore plus grandes. « Christophe, mon vieux, aidez-moi juste pour le démarrage », disait-il en s'affalant sur mon canapé, m'expliquant son idée de business géniale. 1 000 € par-ci, 2 000 par-là. J'aidais. La famille, n'est-ce pas? Plus tard, la sœur de Sophie, Sandrine, a débarqué avec ses 2 enfants. Divorce, problème de logement, elle avait besoin d'un endroit provisoire pour 3 mois. Les 3 mois provisoires se sont transformés en 1 an. Mais je ne disais rien. La maison était grande, l'argent ne manquait pas, et Sophie avait l'air heureuse, entourée de sa famille. J'étais devenu une sorte de patriarche du clan, le bienfaiteur qui finançait tout et entretenait tout le monde. Les factures d'électricité grimpaient en flèche. Hélène regardait la télé jour et nuit, Sandrine cuisinait pour ses gamins à toute heure, Damien passait ses journées à jouer sur ma PlayStation. Je ne me plaignais pas. Je pensais que c'était ça.
Le bonheur, une maison pleine, les rires des enfants, les odeurs de cuisine, mais quelque chose a commencé à changer. Sophie devenait de plus en plus distante. Quand j'essayais de la prendre dans mes bras, elle se détournait, prétextant la fatigue. Le sexe est devenu rare, puis a presque disparu. Pas avec maman dans la maison, disait-elle. Ou, je suis épuisée. Je me disais que c'était le stress, le monde à la maison, que ça passerait, et c'est là qu'il est apparu. Notre voisin, Thomas Leroy, 35 ans, divorcé, propriétaire d'une petite entreprise de rénovation. Un type sympathique, toujours souriant, toujours prêt à aider. Il avait emménagé 2 maisons plus loin à peu près au moment où Hélène nous avait rejoints. Je l'invitais au barbecue. On parlait de foot, de business. Il semblait être un type bien. Un après-midi, Thomas est venu emprunter la tondeuse. J'étais au salon, je triais des factures. Hélène lui a ouvert la porte, a ri bruyamment à une blague et a crié « Sophie, Thomas est là !» Quelque chose dans son ton était étrange. Trop décontracté, trop familier. Je suis sorti dans le couloir et j'ai vu Sophie descendre les escaliers, en legging moulant et un haut très décolleté. Elle souriait à Thomas d'une manière que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. « Christophe est à la maison », a dit Hélène d'un ton avertisseur, en lançant un regard significatif à sa fille. Thomas m'a fait un signe de tête. « Bonjour Christophe. C'est juste pour un instant. » Ils se sont serrés la main et sont allés au garage. Je suis resté l'oreille collée à la porte, mais je n'ai rien entendu d'inhabituel. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Un pressentiment. Petit, tenace, me rongeant le cerveau comme un ver. Peut-être étais-je paranoïaque, peut-être que je travaillais trop. Mais ce regard d'Hélène, cet avertissement, j'ai commencé à faire attention, et le monde que j'avais bâti de mes propres mains a commencé à s'effondrer. L'observation est devenue mon nouveau passe-temps. J'ai commencé à rentrer plus tôt, à l'improviste, inventant divers prétextes, documents oubliés, malaises, réunions annulées. À chaque fois, l'ambiance à la maison était bizarre, trop tendue, trop artificielle. Un mardi, je suis rentré à 15 heures au lieu de 19. La BMW de Thomas était garée devant chez lui, mais pas au garage, dans l'allée, comme s'il était prêt à partir vite. Je suis entré sans faire de bruit. Hélène était assise dans le salon, devant un feuilleton. Elle a sursauté en me voyant. « Bon sang, Christophe, tu m'as fait peur », a-t-elle dit, la main sur la poitrine. « Qu'est-ce que tu fais là à cette heure ? » « J'habite ici, » ai-je répondu sèchement. « Où est Sophie ?» Quelque chose a traversé son visage. C'était de la peur, indéniablement. Dans la chambre, je crois qu'elle fait une sieste. Elle avait mal à la tête. Je suis monté. La porte de notre chambre était fermée. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. J'ai frappé. « Sophie ?» Silence pendant quelques secondes. Puis sa voix, trop aiguë, trop rapide. « J'arrive, chérie. » J'étais sous la douche. J'ai entendu des bruits de pas précipités, quelque chose qui tombait, un juron étouffé. Il s'est écoulé 5 bonnes minutes avant qu'elle n'ouvre. Ses cheveux étaient mouillés, certes, mais son visage était rouge, ses yeux brillants. Sa tenue, la même robe que le matin, mais froissée. « Tout va bien ?» ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. « Oui, oui. Je ne me sentais juste pas bien. Je n'ai rien ajouté. Pas à ce moment-là. J'ai installé des caméras. Je n'en suis pas fier, mais je devais savoir. De petites caméras discrètes dans le salon, l'entrée, la cuisine. Accès à distance via mon téléphone. 3 jours plus tard, alors que j'étais en déplacement à Marseille, j'ai ouvert l'application depuis mon hôtel. À 10 heures du matin, Thomas est entré chez moi. Il est entré comme s'il était chez lui. Hélène lui a ouvert avec un sourire, l'a embrassé sur la joue comme un vieil ami. Damien a levé la main en signe de salut, sans quitter la télé des yeux. Sandrine lui a apporté un café. Un café. Dans ma maison. Sophie a descendu les escaliers dans le peignoir en soie que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Elle a enlacé Thomas, l'a embrassé. Et ce n'était pas un baiser amical. Ses mains se perdaient dans ses cheveux, les siennes sur ses hanches. Hélène se tenait à côté, souriante, comme si elle admirait un tableau familial idyllique. Christophe a appelé, il rentre demain matin, a dit Sophie en se tournant vers sa mère. On a toute la nuit. Hélène lui a tapoté l'épaule. Profitez-en, mes chéris. Vous avez mérité ce bonheur. Mérité. Ce bonheur.
J'ai fermé l'application. Je suis resté assis dans cette chambre d'hôtel, fixant le mur pendant 1 heure, peut-être 2. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne ressentais que le vide. Un vide froid et noir qui remplissait chaque cellule de mon corps. Mais ensuite, autre chose est venue. La colère. Non, le mot était trop faible. La rage. Une rage pure, incandescente. Ces gens vivaient chez moi, mangeaient ma nourriture, dépensaient mon argent, riaient dans mon dos. Tout le monde savait. Tout le monde mentait. Tout le monde m'avait trahi. Je suis rentré à Paris le lendemain matin exactement à l'heure prévue. Je me suis comporté normalement. J'ai embrassé Sophie sur la joue. C'était comme embrasser un cadavre. Hélène servait le petit déjeuner, jacassant sur quelque chose qu'elle avait vu à la télé. Damienne m'a demandé un autre prêt. Juste 500 €, mec, promis je te rembourse. J'ai souri et dit, bien sûr, pas de problème. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai mené une double vie. Le jour j'étais le mari aimant, le beau-frère généreux, le gendre attentionné. La nuit et les week-ends, prétextant du travail urgent au bureau, je rassemblais des preuves. Enregistrement des caméras, photos des relevés bancaires, relevés de cartes de crédit que Sophie et sa famille utilisaient sans aucune limite. J'ai découvert des choses qui ont rendu ce vide encore plus profond. La liaison de Sophie avec Thomas durait depuis près d'1 an. Ça avait commencé 1 semaine après l'arrivée d'Hélène. Hélène ne faisait pas que savoir, elle organisait les rencontres. Elle s'assurait que j'étais absent. Elle mentait effrontément quand je demandais quels étaient les plans de Sophie. Juste chez le coiffeur, mon fils. Une sortie entre copines, tu sais comment sont les filles. Mais c'était pire encore. Dans l'une des conversations que j'ai enregistrées, Sophie riait avec Thomas de ma naïveté. « Il pense que je suis heureuse », disait-elle, allongée près de lui dans ma chambre, dans mes foutus draps. « Il croit que je l'aime, alors que j'aime juste son argent. » Thomas a ri. « De toute façon, il t'entretient mieux que je ne le pourrais. C'est pour ça que je reste pour l'instant, » a répondu Sophie. « Pour l'instant. » Comme si j'étais une banque, une source de financement pour sa vie avec un autre homme. Une autre conversation. Cette fois Damien et Sandrine dans la cuisine tard le soir quand ils pensaient que je dormais à l'étage. « Il ne sait vraiment rien ?» demandait Sandrine. « C'est un pigeon total », a répondu Damien. « C'est cool qu'il soit aussi con. Grâce à ça on vit comme des rois, non ?» Ils riaient. Tous les deux. Ma femme, son frère, sa sœur, sa mère, tous vivaient de ma générosité et tous me prenaient pour un crétin. J'ai vérifié les finances. Sur la dernière année, Sophie avait dépensé près de 50 000 € pour des choses dont elle ne m'avait jamais parlé. Bijoux, vêtements, week-end avec les copines, qui étaient en réalité des escapades avec Thomas à Deauville, Saint-Tropez, Cannes. Hôtel 5 étoiles, dîner dans les restaurants les plus chers. Avec mon argent, elle lui achetait des cadeaux. Des lunettes Ray-Ban à 500 €, une montre à 2000. Elle avait réservé un voyage en Italie pour le printemps. Damien m'avait emprunté au total 10 000 €. Il n'avait jamais eu l'intention de rembourser. L'argent partait dans ses dettes de poker et une nouvelle moto qu'il cachait dans le garage de son pote. Sandrine détournait la moitié de la pension alimentaire vers le compte de son ex-mari. Il payait sa vie à mes frais en échange de la garde des enfants. J'étais une vache à lait, un distributeur de billets, de la boue sous leurs chaussures. Et tout le monde le savait sauf moi. Mais maintenant je savais. Et j'avais un plan. Je n'avais pas collecté des preuves pour rien. Je n'avais pas documenté chaque trahison, chaque mensonge, chaque transaction par masochisme. Je le faisais parce que je connaissais la loi. Je connaissais les gens. Et je connaissais un fait d'une importance capitale. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je n'avais pas l'intention de crier et de lancer des assiettes ou de faire des scènes. Non, non. Ils avaient ruiné ma vie avec calcul, de sang-froid. Ils méritaient la même chose. J'ai commencé par un avocat. Pas n'importe lequel. L'un des meilleurs spécialistes du divorce à Paris, connu pour être impitoyable et efficace. Je lui ai tout montré. Enregistrement, photos, relevés bancaires, preuves d'infidélité. Il a souri de ce sourire particulier qui dit « Ça va être un plaisir. La loi est de votre côté », a-t-il dit. Adultère, dilapidation des biens communs, complicité familiale pour dissimuler la liaison. Elle n'aura pas un centime au partage. On peut régler ça rapidement et douloureusement pour elle. J'ai hoché la tête. Mais je veux plus.
Je veux qu'ils perdent tous. Mon avocat s'est adossé à sa chaise. Dites-moi exactement ce que vous avez en tête. Et je lui ai raconté. 1 mois. Je me suis donné 1 mois pour tout préparer à la perfection. Pendant ce temps, je jouais le rôle du mari le plus heureux du monde. J'achetais des fleurs à Sophie, je l'invitais à dîner, je disais à Hélène combien j'étais reconnaissant de sa présence. J'ai donné 1 000 € de plus à Damien pour le développement de son business. J'ai assuré à Sandrine qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le voulait. J'étais parfait. Et ils y ont cru. Je voyais Sophie échanger des regards triomphants avec sa mère. Elle pensait sûrement m'avoir définitivement apprivoisé, que j'étais devenu leur marionnette totale. Je voyais Thomas venir quand je n'étais pas là. Il n'essayait même plus d'être discret. Il garait sa BMW dans mon allée, s'asseyait sur ma terrasse, buvait mon whisky. Pendant ce temps, je travaillais. D'abord, le patrimoine. Mon entreprise était enregistrée à mon nom seul. Je l'avais fondée avant le mariage, donc Sophie n'avait aucun droit dessus. Mais je ne pouvais pas permettre qu'elle réclame des parts au titre de la communauté de biens pendant le divorce. La réorganisation de l'entreprise a pris 2 semaines. J'ai créé une nouvelle structure, transféré les actifs vers une société mère basée à l'étranger, fait tout ce qui était légalement possible pour sécuriser ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. Notre maison, cette belle maison au Vésinet, qui devait être notre nid où la famille devait grandir, était à nos 2 noms. Ça faisait mal, mais mon avocat avait la solution. Le partage standard prend des mois, parfois des années, a-t-il expliqué. Mais avec l'adultère prouvé et la dilapidation du patrimoine, nous pouvons demander une mesure conservatoire. Nous pouvons récupérer la majeure partie. Les comptes bancaires. C'était plus simple. Le compte principal de l'entreprise était à moi seul. Le compte joint, celui avec lequel Sophie finançait sa vie avec Thomas, j'ai commencé à le vider systématiquement, par petites sommes, pour ne pas éveiller les soupçons. Je virais l'argent sur de nouveaux comptes dont elle ignorait l'existence. Le jour J, il lui resterait exactement 0. Les cartes de crédit, toutes étaient rattachées à mes comptes. Un clic et elles cesseraient de fonctionner. Mais mon plan ne concernait pas seulement l'argent. Oh que non, l'argent était un outil, pas le but. Je voulais qu'ils comprennent tous ce que signifie perdre non seulement sa fortune, mais surtout la face, la dignité, la réputation. J'ai commencé subtilement. Une soirée chez nos amis, les Moreau, lui avocat, elle médecin, amis de longue date. Nous étions à table. Sophie rayonnait dans une nouvelle robe à 1 000 €. Elle racontait des histoires amusantes, riait de son rire artificiel. Tu sais, Sophie a tellement d'énergie ces temps-ci, ai-je dit d'un ton léger. Je me demandais si c'était grâce à ses nouveaux cours de fitness. J'ai entendu dire qu'elle y allait tous les jours. Sophie s'est figée une fraction de seconde. Pas tous les jours, chérie, a-t-elle marmonné. Oui, c'est vrai. J'ai approuvé en souriant. Ça doit être ses sorties avec les copines. Tu es souvent absente ces derniers temps. Ce n'étaient pas des accusations, juste des observations. Mais les amis se sont échangés des regards significatifs. La première graine du doute était semée. Puis est venu le tour de Thomas. J'ai appris que sa petite entreprise de rénovation avait des problèmes financiers. Pas mal de dettes, beaucoup de clients mécontents. Un de mes sous-traitants avait justement un procès en cours contre Thomas. Des matériaux de construction impayés. J'ai appelé le patron de cette boîte, un vieux camarade. Jean-Pierre, tu te souviens de cette affaire avec Leroy, celui qui a la boîte de rénovation? Bien sûr, ce salaud ne paie plus depuis 6 mois. Je veux que tu mettes plus de pression. Ne lâche rien. Utilise tous les moyens légaux pour l'asphyxier financièrement. Jean-Pierre a ri. Avec plaisir, Christophe. Ce type est un escroc. Mais dis-moi, pourquoi cette soudaine envie de représailles? Appelle ça une question personnelle. En 2 semaines, Thomas a commencé à recevoir des mises en demeure, des injonctions, des blocages. Ses comptes ont été saisis. Il ne savait pas d'où venait cette attaque coordonnée soudaine, mais il était visiblement nerveux. Je le voyais à sa tête quand il venait chercher du réconfort auprès de Sophie. J'ai tout enregistré, bien sûr. Chaque rencontre, chaque conversation. Étape suivante. Hélène. Vous vous souvenez de son cœur fragile? J'ai décidé de vérifier. J'ai appelé son médecin, le vieux docteur Laurent, sous prétexte de m'assurer qu'elle prenait bien ses médicaments. Monsieur Martin, a dit le docteur avec surprise. Hélène est forte comme un bœuf. Elle a eu de petits soucis de tension il y a des années, mais rien de grave. Son cœur? Je ne sais pas qui vous a raconté ça. Donc un mensonge.
Évidemment un mensonge. Toute l'histoire était inventée pour emménager chez moi, pour mieux contrôler la liaison de sa fille. Magnifique. Damien et ses dettes. J'ai commencé à parler aux gens à qui il devait de l'argent. Il s'est avéré que l'un d'eux, un type surnommé Seb, était patient uniquement parce qu'il savait que Damien avait un beau-frère riche qui aiderait toujours. J'ai rencontré Seb dans un café discret à Montparnasse. « Combien il te doit ?» ai-je demandé. « 5 000. Il a perdu au poker. » J'ai sorti une enveloppe. 6 000. 1000 de bonus pour oublier que je suis son beau-frère. Seb a souri largement. « Marché conclu, patron. Et encore une chose, » ai-je ajouté. « Quand il demandera plus de temps, dis-lui que le temps est écoulé. Plus aucune concession. » Les dominos commençaient à tomber. Chaque élément de mon plan se mettait en mouvement. Et là, une semaine avant le grand final, il s'est passé quelque chose qui a tout accéléré. Je suis rentré plus tôt, encore une fois, soi-disant par hasard. La maison était vide. Tout le monde était sorti. Sophie, Hélène, même Sandrine avec les enfants. Seul Damien était assis dans le salon, sur mon canapé en cuir, au téléphone. Je suis resté dans le couloir silencieux, à écouter. « T'inquiète pas, je te dis. Christophe est une mauviette. Il paiera. Il paie toujours. » Sa voix était pleine de mépris. « Non, non, il ne sait rien pour Sophie et Thomas. Il est trop occupé à gagner le fric qu'on dépense ensuite. Cet idiot pense qu'on est une famille reconnaissante. » Il a ri bruyamment. « Ouais, exactement. Sophie restera avec lui tant qu'il y aura du fric. Et après, Thomas cherche déjà une plus grande maison pour eux deux. » J'ai serré les poings. Chaque muscle de mon corps était tendu. Mais je ne suis pas entré. Je n'ai pas crié. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré. Une preuve de plus. Un clou de plus dans le cercueil. Le soir, au dîner, Damien faisait comme si de rien n'était. Hélène parlait d'une émission télé. Sophie jouait l'épouse intéressée, me questionnant sur ma journée. Je souriais. Je mangeais. Je parlais boulot. Mais à l'intérieur, j'étais glacé. Ils étaient tous assis à ma table, mangeaient ma nourriture, profitaient de mon hospitalité, et ils se moquaient tous de moi. Encore quelques jours, ai-je pensé. Encore quelques jours et vous aurez ce que vous méritez. Car je ne suis pas une mauviette, Damien. Je suis un homme qui a appris que parfois, la vraie force réside dans la patience, dans l'attente, dans le fait de rendre justice d'une manière que vous ne pourrez pas arrêter. L'heure de la récolte approchait, et la moisson serait abondante. J'ai choisi un vendredi. J'ai toujours aimé les vendredis, fin de la semaine de travail, début du repos. Mais ce vendredi-là devait être exceptionnel, le jour où toute cette mascarade prendrait fin. Le matin, je me suis comporté normalement. J'ai embrassé Sophie pour lui dire au revoir, bien que ses lèvres fussent froides comme du marbre. Hélène s'activait dans la cuisine préparant le petit déjeuner. « Tu rentres pour le dîner, Christophe ?» a-t-elle demandé d'une voix mielleuse. « Sûrement, » ai-je répondu. « J'ai une surprise pour vous. Je suis sorti à 8 heures. Mais je ne suis pas allé au bureau. Je suis allé au cabinet d'avocat, où mon conseil avait préparé tous les documents. La demande de divorce, la demande de mise sous séquestre des biens, l'avis de résiliation du bail, car il s'avérait que Damien louait officiellement une chambre chez moi pour 1 euro symbolique par mois, ce qui me donnait le droit de l'expulser. Le dossier des dettes de Sandrine. Tout. Vous êtes sûr ? A demandé l'avocat en regardant la pile de papier. Une fois lancé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête. Je suis sûr, on commence. À 10 heures, l'huissier était en route. À 11 heures, le détective privé que j'avais engagé a livré le rapport final, la documentation complète de la liaison entre Sophie et Thomas, y compris des photos de leur week-end à Deauville, il y a 2 semaines. Des photos où ils s'embrassent sur le balcon d'un hôtel de luxe. Un hôtel payé avec ma carte de crédit. À midi, l'heure des appels a sonné. J'ai appelé la banque. « Bonjour, je voudrais bloquer toutes les cartes de crédit rattachées à mon compte. » « Oui, toutes. Immédiatement. » L'opérateur était surpris, mais a exécuté l'ordre. En 1 minute, chaque carte que Sophie possédait a cessé de fonctionner. Appel suivant. Au serrurier. « Bonjour, je voudrais changer les serrures de ma maison. Aujourd'hui, si possible. » « Oui, toutes les portes. Je serai là à 17 heures. » J'ai appelé mon cousin Marc, policier. « Marc, j'ai besoin d'un service.
Je voudrais que quelqu'un de chez vous soit dans les parages de ma maison ce soir. Non, rien de dangereux. Juste, ça risque de chauffer. Je veux être sûr que tout soit documenté. Marc a soupiré. Qu'est-ce que tu magouilles, Christophe? Disons que je remets de l'ordre dans ma vie. Puis est venu le tour de Thomas. Je suis allé chez lui. Il était garé dans son allée, il bricolait quelque chose sur sa BMW. Je me suis approché calmement, les mains dans les poches. « Salut, Thomas », ai-je dit. Il a levé les yeux, visiblement surpris. « Christophe, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai souri. « Tu sais, il y a voisin et voisin. Je me suis dit que je devais te prévenir. » Il a froncé les sourcils. « Me prévenir? De quoi? Du fait qu'à partir d'aujourd'hui, ta maîtresse est officiellement sans le sou, que sa famille va recevoir un avis d'expulsion de chez moi, que toutes vos rencontres, tous vos moments intimes, j'ai tout enregistré, chaque seconde. » Le sang a quitté son visage. « Tu nous as suivis? J'habitais dans ma propre maison, Thomas. C'est vous qui étiez sur mon territoire. Et maintenant? Maintenant, j'ai un avocat qui adore ce genre d'affaires. J'ai des preuves d'adultère qui m'assureront un divorce avantageux. Et toi? Tu es juste un entrepreneur endetté jusqu'au cou qui a cru pouvoir voler la femme d'un homme riche. » Je me suis approché de lui. « Mais tu as de la chance, Thomas. Tu peux la voir. Prends-la. Souviens-toi juste. Tu la récupères sans un centime. Bonne vie. » Je me suis retourné et je suis parti. Je l'ai entendu crier quelque chose derrière moi, mais je m'en fichais. J'avais encore du travail. À 15 heures, j'étais à la maison. Je suis entré silencieusement pour ne pas les effrayer. Tout était comme je le soupçonnais. Thomas était assis sur ma terrasse. Sophie sur ses genoux. Hélène leur apportait des verres. Damien et Sandrine étaient au salon, regardaient un film sur ma télé, mangeaient des snacks achetés avec mon argent. Je suis allé sur la terrasse. « Réunion de famille ?» ai-je demandé fort. Sophie a bondi des genoux de Thomas si vite qu'elle a failli tomber. Son visage est devenu blanc comme un linge. « Christophe, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être ?» ai-je terminé pour elle. « Donc ça n'a pas l'air d'être toi en train de baiser mon voisin dans ma maison, sous les yeux de ta mère qui couvre tes arrières, pendant que je paie pour votre train de vie ?» Silence. Hélène a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Pas un mot. Vous avez tous eu votre chance d'être honnête. Maintenant c'est mon tour. J'ai sorti les documents de ma mallette. Demande de divorce. Pour toi, Sophie. Motif? Adultère documenté. Regarde, voilà les photos. Et là, les enregistrements. Tu as une jolie voix quand tu dis que tu restes avec moi uniquement pour l'argent. J'ai jeté d'autres papiers. Résiliation de bail. Pour toi, Damien. Tu as 14 jours pour dégager. Pour toi aussi, Sandrine. Oui, j'ai vérifié. Votre histoire de pension alimentaire est bidon. Ton ex-mari te paie pour que tu lui laisses les enfants chaque week-end, et tu vis ici à mes crochets. Hélène voulait parler, mais j'ai continué. Et vous, chère belle-mère? Votre cœur fragile est aussi fragile que votre honnêteté. J'ai parlé au docteur Laurent. Vous êtes en bonne santé. Tout ça n'était qu'un mensonge pour emménager ici et organiser les rencarts de votre fille. J'ai sorti mon téléphone. Vous avez 1 heure pour faire vos valises. Après, je change les serrures. Tout ce que vous laisserez sera emballé et expédié, où vous voudrez. Mais vous ne resterez pas ici 1 seconde de plus. Sophie a enfin retrouvé sa voix. Tu ne peux pas nous mettre dehors. C'est aussi ma maison. J'ai éclaté de rire. Froidement. Ta maison? Une maison achetée par moi avant le mariage? Non, chérie. C'est ma maison. Et demain matin, le tribunal confirmera la mise sous séquestre des biens. Tu n'auras rien. 0. Adultère, dilapidation des fonds communs, complicité d'escroquerie. Mon avocat est très, très bon. Damien s'est levé agressif. Tu crois que tu peux nous traiter comme ça? On est une famille. Une famille? Je l'ai regardé avec mépris. J'ai entendu comment tu me traitais de mauviette. J'ai entendu quand tu disais que j'étais un idiot qui ne servait qu'à gagner du fric pour vous. Cet enregistrement est chez mon avocat, tout comme le dossier de tes dettes que j'ai remboursé. 10 000 €, Damien. Je vais en demander le remboursement, au tribunal. Hélène a commencé à pleurer. Des larmes de crocodile. Je l'avais vu 1000 fois. Christophe, s'il te plaît, c'est un malentendu. Le malentendu, c'était de ma part quand je pensais que vous étiez honnête. Fin de la discussion. Faites vos valises. Thomas a essayé de se lever, mais je l'ai pointé du doigt.
Toi, tu n'as rien à dire ici. Ce n'est pas ta maison, pas ton mariage. Tu n'es qu'un bouffon qui a cru pouvoir voler la vie d'un autre. Félicitations, tu as volé une femme sans le sou avec une famille de parasites sur le dos. Je te souhaite bien du bonheur. J'ai quitté la terrasse. Derrière moi, des cris, des pleurs, des insultes. Mais je ne me suis plus retourné. Je suis descendu où le serrurier attendait pour changer les verrous. À 17 heures, tout le monde était dehors. Sophie, Hélène, Damien, Sandrine et les enfants. Ils se tenaient dans l'allée avec leurs valises, sous le choc. Thomas a emmené Sophie dans sa voiture. Hélène et les autres ont pris un taxi. J'ai fermé la porte. Nouvelle serrure. Nouveau code d'alarme. Nouvelle vie. La maison était enfin vide et silencieuse. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. La première nuit dans la maison vide a été étrange. Pas solitaire, étrange. Pendant des années, j'avais rempli cet espace avec des gens qui ne m'aimaient pas, qui m'utilisaient seulement. Maintenant, le silence était presque palpable. Et magnifique. Je n'ai pas beaucoup dormi. Pas parce que je regrettais, au contraire. Je ressentais une sorte d'euphorie, de libération. Pendant des années, j'avais été prisonnier dans ma propre maison, et maintenant j'étais enfin libre. Chaque pièce, chaque coin était à nouveau à moi. Rien qu'à moi. Les appels ont commencé le samedi matin. Le premier était de Sophie. Évidemment. « Christophe, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Sa voix était brisée, suppliante. « Tout ça, c'est un cauchemar. On peut arranger les choses. » J'ai ri. « Arranger ? Sophie, tu as couché avec un autre homme pendant 1 an, dans notre lit, avec mon argent. Qu'est-ce que tu veux arranger exactement ? C'était une erreur, tu comprends ? J'étais seul. Tu travaillais tout le temps. Donc c'est ma faute ? Je l'ai coupé. Parce que je travaillais pour t'entretenir, toi, ta mère, tes frères et sœurs, pour financer tes liaisons ? Sa voix est devenue plus tranchante. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. J'ai des droits. Tu avais des droits, l'ai-je corrigé. Jusqu'au moment où tu as brisé tes vœux de mariage. Maintenant, tu as le droit d'être entendu au tribunal. Mon avocat te contactera lundi. Au revoir, Sophie. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Hélène a appelé 5 minutes plus tard. Christophe, c'est moi, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai pas raccroché tout de suite. J'étais curieux de voir ce qu'elle allait inventer. Sophie est ma fille unique. Oui, elle a commis une erreur, mais elle regrette. Et toi, tu l'as jetée à la rue comme une SDF. J'ai jeté une traîtresse hors de chez moi, ai-je répondu calmement. Et vous, chère belle maman, vous étiez complice de tout ce crime. Vous organisiez leur rencontre. Vous m'avez menti droit dans les yeux. Vous pensiez que j'étais un idiot qu'on pouvait exploiter indéfiniment. Tu es cruel, a-t-elle crié. Impitoyable, le karma te rattrapera. Le karma a déjà rattrapé les bonnes personnes, Hélène. Et maintenant, trouvez-vous une autre source de revenus. Le distributeur est fermé. Cette fois, c'est moi qui ai raccroché le premier. Damien a envoyé un SMS. Court, insolent, t'es une ordure. On a laissé des affaires. Envoie-les à l'adresse que je vais te donner. J'ai répondu tout aussi brièvement. Paie pour le stockage et le transport. 150 €. Si tu payes pas dans la semaine, ça part à la déchetterie. Il n'a jamais payé. Les affaires ont fini dans une benne. Mais la vraie satisfaction est arrivée le lundi. Mon avocat a appelé le matin. Christophe, l'affaire se déroule parfaitement. Sophie a essayé de trouver un avocat, mais la plupart connaissent déjà les preuves qu'on a. Personne ne veut prendre le dossier sans une grosse provision. Et elle a cet argent ? Ai-je demandé, connaissant la réponse. Non. Ses cartes ne marchent pas, le compte joint est vide, elle est financièrement morte. C'était brutal, je sais, mais mérité. Pendant 1 an, elle avait vécu avec mon argent, construisant sa vie avec un autre homme. Maintenant, elle pouvait expérimenter ce que c'est de ne rien avoir. Et Thomas ? Ai-je demandé. L'avocat a ri. Leroy a de plus gros problèmes maintenant. Ses procès pour les matériaux impayés ? Une des entreprises a obtenu une saisie sur son compte pro. Plus la saisie de sa voiture. Il est pratiquement en faillite à l'heure qu'il est. La vérité, c'est que je n'avais jamais eu l'intention de détruire Thomas totalement. Mais quand j'ai appris qu'il se moquait aussi de moi dans mon dos, qu'il me traitait de distributeur idiot dans ses conversations avec Sophie, il a perdu tout droit à ma clémence. Mercredi, j'ai reçu une info de mon cousin Marc. Christophe, main courante. Ton ex-belle-mère a essayé d'entrer chez toi hier soir.
Un voisin l'a vu trafiquer la fenêtre. Tu veux porter plainte pour tentative d'effraction? J'ai souri. Oui. Dépose officiellement. Que ce soit noté. Je ne voulais pas l'envoyer en prison. Mais je voulais que tout le monde sache qui elle était vraiment. Le dossier de police était un autre clou dans le cercueil de leur réputation. Une semaine après les avoir virés, j'ai croisé Sophie par hasard au centre commercial Les Quatre Temps à La Défense. Elle avait mauvaise mine. Fatiguée, pâle, ses vêtements n'étaient plus aussi élégants qu'avant. Elle était avec Thomas. Lui aussi avait l'air plus mal en point. Il s'inquiétait, ça se voyait. Elle s'est arrêtée en me voyant. Christophe. J'ai hoché la tête. Sophie. Thomas essayait de jouer les durs, mais je voyais la peur dans ses yeux. On a un endroit où vivre, si ça t'intéresse, a dit Sophie avec détermination. Thomas a loué un appartement pour nous. C'est gentil de sa part, ai-je répondu avec indifférence. Un studio à Saint-Denis, a-t-elle poursuivi, comme si elle voulait me blesser. On recommence à zéro, ensemble. Félicitations. Bonne chance. J'ai commencé à partir, mais Sophie m'a attrapé par le bras. Ça ne te fait vraiment rien? Que je sois avec quelqu'un d'autre? J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Tu as cessé de compter pour moi au moment où tu as trahi tout ce qu'on avait construit. Tu es resté avec lui? Super. Il entretient aussi ta famille parasite maintenant, ou juste toi? Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Ma mère vit chez Sandrine. Qui habite où? Ai-je coupé? Parce que je l'ai virée de chez moi. Sophie a pincé les lèvres. Elles ont trouvé un appartement. Elles se débrouillent. Tiens donc. Elles savent donc être autonomes quand il le faut. Miracle. Thomas a fini par parler. Écoute, Martin, j'ai peut-être pas été réglo, mais Sophie était ma femme. L'ai-je coupé sèchement. Toi, tu étais mon voisin. Vous m'avez trahis tous les deux. La différence entre nous, c'est que moi je me suis relevé et j'ai avancé. Vous coulez dans les conséquences de vos propres choix, et vous l'avez mérité. Je suis parti. J'ai entendu Sophie pleurer derrière moi, mais je ne me suis pas retourné, même pas une seconde. Le soir, j'ai reçu un message de mon partenaire en Italie, un homme âgé nommé Giuseppe, avec qui je travaillais depuis des années. Christophe, mon ami. J'ai entendu parler de ta situation familiale. Je compatis, mais je suis heureux que tu sois libre. Un homme sans honneur dans la famille ne mérite aucune compassion. Tu as agi comme il fallait. Giuseppe était un homme sage. Ses mots signifiaient plus que je ne pouvais l'exprimer. Je n'étais pas un monstre. J'étais un homme qui exigeait respect et dignité. Et c'est exactement ce que j'avais fait. Les semaines suivantes ont apporté plus d'informations. J'ai appris que Damien essayait d'emprunter de l'argent à des connaissances, utilisant mon nom comme référence. Le beau-frère m'aidera si ça tourne mal. Évidemment, tout le monde lui a refusé quand ils ont su la vérité. Sandrine a essayé de retourner avec son ex-mari, mais il lui a claqué la porte au nez. Pendant 1 an, tu as vécu au crochet de ton beau-frère et maintenant tu veux revenir? Pas question. La justice trouve toujours son chemin. Hélène, elle a trouvé une chambre à louer chez une parente éloignée à Sarcelles. Mais quand la parente a su pourquoi Hélène avait dû quitter ma maison, elle l'a virée au bout d'1 mois. Je ne veux pas de gens sans principe sous mon toit. Leur réputation était ruinée. Tout le monde dans notre cercle social connaissait la vérité. Je n'avais rien eu à dire. Les gens parlèrent d'eux-mêmes. Et la vérité finit toujours par sortir. J'ai commencé à reconstruire ma vie. La maison était maintenant un temple de paix. J'ai changé les meubles de place, repeint les murs. Je me suis débarrassé de tout ce qui me rappelait leurs souvenirs. J'ai changé de chambre, acheté un nouveau lit. Chaque trace de leur présence a disparu. Le travail fleurissait. Sans le stress à la maison, je pouvais me concentrer et l'entreprise grandissait plus vite que jamais. Nouveaux contrats, nouvelles opportunités. J'étais enfin maître de ma vie. Et eux, ils payaient le prix de leur choix, chaque jour. Et c'était la vengeance la plus douce de toutes. Je n'avais plus rien à faire. La justice se faisait toute seule. Le divorce a été prononcé 4 mois après ce fameux vendredi. Le tribunal m'a donné raison sur toute la ligne. Adultère avec dossier complet, dilapidation du patrimoine commun, complicité familiale dans l'escroquerie. Sophie n'a pas eu 1 euro du patrimoine. 0. La maison est restée à moi. L'entreprise est restée à moi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant des années est resté là où il le fallait, chez un homme honnête. L'avocat de Sophie, elle a fini par trouver quelqu'un d'assez désespéré pour prendre l'affaire,
a essayé d'argumenter qu'elle méritait une compensation. Ma cliente a tenu la maison pendant des années, a soutenu son mari émotionnellement. Mon avocat l'a coupé avec un visage de marbre. La cliente de mon confrère a entretenu une liaison avec le voisin pendant 1 an, a dépensé le patrimoine commun en cadeaux pour son amant et en vacances avec lui, pendant que mon client travaillait pour entretenir non seulement elle, mais toute sa famille. Le dossier est irréfutable. La juge, une femme âgée nommée Madame le juge Cordier au regard sévère, a regardé Sophie avec une désapprobation évidente. « Madame Martin, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Sophie a essayé de pleurer, mais les larmes ne venaient plus aussi facilement. « J'étais malheureuse. Il me négligeait. Il vous négligeait financièrement ?» a demandé la juge sèchement. « Car le dossier montre que vous viviez dans le luxe, sans nécessité de travailler, avec un accès total au compte de votre mari. » Sophie s'est tue. « Je ne pense pas que l'adultère soit justifié par le malheur, Madame Martin. Le jugement est clair. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse sans droit à prestation compensatoire. Je suis sorti du tribunal libre, vraiment libre. Pour la première fois depuis 4 ans, je sentais que je pouvais respirer à plein poumon. Sophie a encore essayé de me contacter pendant quelques semaines. Des SMS, des appels de numéros inconnus. Elle a même essayé de venir à mon bureau. Mon assistante, une fille géniale nommée Agnès, avait des instructions claires. Madame Martin n'a pas le droit d'entrer. Si elle se pointe, on appelle la sécurité. Et c'est ce qui s'est passé. 2 fois. Plus tard, des rumeurs me sont parvenues. Il paraît que Sophie et Thomas se sont séparés. Il ne pouvait pas supporter le poids de l'entretenir quand l'argent a manqué. Il paraît qu'il lui a dit « Je pensais que tu étais plus indépendante. Je ne peux pas être un autre distributeur de billets. » L'ironie était mortelle. Hélène a fini dans un petit logement social en banlieue. Quelqu'un m'a dit qu'elle travaillait maintenant dans une épicerie, à la caisse. La femme qui pensait vivre comme une reine grâce à ma générosité scannait maintenant des articles pour le SMIC. Le karma fonctionne vraiment. Damien a atterri de nouveau chez sa mère, dans ce logement social. Ses dettes ne faisaient que croître, et ses chances de trouver un travail honnête diminuaient chaque mois. Aux dernières nouvelles, il travaille comme coursier à vélo. Rien de mal à ce métier, mais pour un homme qui se croyait trop bien pour n'importe quel travail, ça a dû être douloureux. Sandrine est retournée voir son ex-mari, suppliant pour une seconde chance. Il l'a accepté, mais sous condition, contrôle total des finances, 0 contact avec la famille, thérapie de couple. Elle n'avait pas le choix. Elle a tout accepté. Et moi, j'ai commencé à vivre. Vraiment vivre. Pour la première fois depuis des années, je me levais le matin sans poids sur le cœur. Je me faisais un café dans le silence, sans le vacarme de la belle-mère s'agitant dans la cuisine, sans Damien jouant aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin, sans Sandrine criant sur ses enfants. Juste moi, ma maison, mon café. J'ai recommencé à voir de vieux amis que j'avais négligés pendant mes années de mariage. Il s'est avéré que beaucoup d'entre eux savaient que quelque chose clochait, mais ne savaient pas comment me le dire. Tu sais, Christophe, tu avais toujours l'air fatigué, comme si tu portais le monde entier sur tes épaules, m'a dit mon vieil ami Paul pendant une partie de squash. Maintenant, tu fais 10 ans de moins. Je me suis acheté une nouvelle voiture, une Porsche 911. Un truc dont je rêvais depuis des années mais que je n'avais jamais acheté parce que Sophie aurait trouvé ça égoïste et inutile. Maintenant, je pouvais acheter ce que je voulais. C'était mon argent, mon dur labeur, mon rêve. J'ai commencé à voyager. Italie, France, Espagne, des endroits que je promettais à Sophie, mais elle trouvait toujours une excuse. Maintenant, je voyageais seul ou avec des amis, et j'ai découvert que voyager en solo est incroyablement libérateur. À Rome, autour d'un café sur la Piazza Navona, j'ai rencontré une femme nommée Anna. Elle était française installée en Italie, styliste de mode. Nous avons discuté des heures d'art, de la vie, de rêves. Je ne voulais pas de relation, pas encore, mais c'était un rappel qu'il existe des femmes dignes de respect, des femmes qui travaillent pour elles-mêmes, qui sont indépendantes et sincères. « Tu as été mariée ?» a-t-elle demandé. « Divorcée », ai-je répondu. « Récemment. » « Elle t'a trompé ?» Anna avait le don de lire en les gens. J'ai hoché la tête. « Je suis désolé », a-t-elle dit sincèrement. « Mais tu sais quoi ? La vie devient meilleure seulement quand on en élimine les personnes toxiques. Fais-moi confiance. » Elle avait raison.
Chaque jour sans Sophie, sans sa famille, était meilleur que le précédent. J'ai découvert des passions que j'avais oubliées, la voile, la lecture, la cuisine. J'ai transformé la chambre de Damien en salle de sport. La chambre d'amis, où vivait Sandrine, est devenue une bibliothèque. Le bureau d'Hélène, un studio de musique, où j'ai commencé à apprendre la guitare. La maison a cessé d'être une prison. Elle est devenue un sanctuaire. L'entreprise prospérait plus que jamais. Sans le stress domestique, je pouvais me concentrer, développer le business, prendre des décisions audacieuses. En 6 mois, j'ai signé 3 gros contrats qui ont augmenté le chiffre d'affaires de 30%. J'ai embauché de nouvelles personnes, étendu l'activité en Belgique et en Suisse. Un jour, en passant devant le centre commercial, j'ai revu Sophie. Cette fois, elle était seule. Elle portait des sacs d'un magasin de vêtements bon marché. Elle semblait fatiguée, 10 ans de plus que quand je l'avais mise dehors. Elle m'a vu, s'est arrêtée, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai même pas ralenti. J'ai juste continué à marcher comme si elle était invisible. Parce que pour moi, elle l'était. Un fantôme du passé. Une erreur que j'avais corrigée. Les gens me demandaient souvent plus tard si je ne regrettais pas d'avoir détruit la vie de Sophie et de sa famille. Ma réponse était toujours la même. Ils ont détruit leur vie eux-mêmes. J'ai juste arrêté d'être leur sauveur. La justice ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, elle demande du temps, de la planification, de la patience. Mais elle arrive. Et quand elle arrive, elle est douce. Aujourd'hui, 1 an après le divorce, je suis debout dans ma maison, ma vraie maison sans parasites, sans traître, et je me sens heureux. Vraiment heureux. J'ai appris que parfois, couper les ponts avec les gens toxiques est le plus grand acte d'amour que l'on puisse s'offrir à soi-même. On m'a élevé pour être honnête, travailleur, généreux. Et je le suis. Mais on m'a aussi appris que la générosité a des limites. Que l'honnêteté ne signifie pas être une victime. Et que parfois, la vraie force réside dans le fait de dire « stop ». J'ai dit « stop ». Et ma vie a changé. Aurais-je dû pardonner? Peut-être. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Ça ne signifie pas laisser les gens qui t'ont trahi revenir dans ta vie. Le pardon signifie se libérer de la colère. Et je me suis libéré. Pas en acceptant leurs actes, mais en les coupant de mon monde. Sophie essaie parfois encore d'écrire. De courts messages que j'ignore. Hélène raconte apparemment à tout le monde à quel point je suis cruel. Damien continue de convaincre les gens que c'était moi le méchant dans l'histoire. Mais je connais la vérité. Et les gens qui comptent la savent aussi. Je ne suis pas un monstre. Je suis un homme qui a exigé le respect. Et qui l'a obtenu. À ses propres conditions. Et la vie est belle quand on s'entoure de vraies personnes.